warten auf den Livestream. Deswegen ist es so. We're waiting for the livestream to start. That's why it's like so much tension. Like, what is happening? Why is it not happening? Because we're waiting for the internet to tell us when to start. The internet doesn't start yet. Mais dis-le peut-être. Ils ont entendu, tout le monde a entendu? Okay, hello. Good evening. Bonjour et bonsoir, bienvenue au HAO numéro 1 pour cette troisième événement de notre série de la violence que nous organisons ensemble. Max Roch et Hindale Cruz de l'Académie des Arts du Monde et moi-même du HAO. Donc il s'agit d'un événement commun organisé par ces deux institutions, une collaboration de ces deux institutions. Bonsoir, je suis ravie que vous soyez là avec nous. C'est une soirée très agréable, il fait encore très chaud, c'est presque un péché de venir à l'intérieur. J'espère qu'on pourra prendre un verre dehors après. J'aimerais vous remercier d'être là. Merci Margarita de nous accueillir et d'animer cette soirée. Merci à l'équipe du HAO, en particulier à Jana Happens qui s'est si bien occupée de nous, qui a été aux petits soins. Merci à Claire et à Anna qui sont nos interprètes ce soir et qui sont là derrière nous et qui se chargent de l'interprétation simultanée. Si jamais vous avez besoin d'une traduction, si vous ne parlez pas le français, c'est le bon moment pour aller chercher un petit appareil, une petite machine pour pouvoir suivre l'interprétation simultanée. Merci à Claire et Anna de s'en charger et merci également à l'équipe de l'Académie des Arts du Monde. Mais j'aimerais aussi surtout remercier Maurizio pour sa présence parmi nous ce soir. Comme Margarita l'a dit, nous organisons cet événement en commun. Donc il s'agit de débats, de discussions sur la question de la violence. Donc ces événements sont composés tout d'abord d'un exposé, d'une conférence en ligne qui sont disponibles donc sur Internet, suivi d'une discussion en présentiel sur la scène du HAO à Berlin. Nous avons eu notre première conférence avec Elsa Dorlin sur l'incommensurabilité de l'expérience de la violence. Ensuite, nous avons eu Stefano Hane et Fred Moto qui ont parlé de la différence entre la violence et la brutalité. Aujourd'hui, nous avons Maurizio avec nous qui va nous parler de la guerre et du capital. Et notre dernier événement sera avec Daniel Lloyd et Vanessa Thompson sur les questions de l'abolition et de l'abolitionnisme. Donc voilà, il s'agit là des différentes étapes de notre série. Et oui, pour nous, il est devenu rapidement évident qu'après avoir organisé ces deux premières séances, il était impératif de parler de la question de la guerre. En venant ici, j'ai vu un graffiti, un grand graffiti couvrant deux bâtiments disant « Ce n'est pas notre guerre ». Et je me suis dit que cela était très intéressant puisque Maurizio, par exemple, donc Maurizio il n'est pas le seul, mais on se rend compte à l'heure actuelle que nous, ou peut-être pas nous, mais qu'en tout cas les régions occidentales ou l'hémisphère nord a été impliqué dans un grand nombre de guerres au cours des dernières années, mais ces guerres semblaient très éloignées. Et actuellement, nous faisons l'expérience de la dynamique de ces guerres passées. Donc, la dynamique de ces guerres passées revient sur le continent européen avec cette guerre en Ukraine. Bien évidemment, pour nous, il était évident qu'on devait inviter Maurizio pour qu'il nous parle de la guerre, puisque vous le savez sans doute, si vous avez regardé en tout cas sa conférence en ligne, qu'il dit qu'il n'est pas suffisant de parler de la violence et qu'il est impératif de parler également de la guerre. Après le début de la guerre en Ukraine, Maurizio a publié deux textes. Un texte qui a été beaucoup lu sur la guerre, le capitalisme et l'écologie, donc la destruction de la guerre et la destruction écologique. Donc deux phénomènes qui partagent des origines communes.
Mais il avait déjà commencé à s'intéresser à la théorie de la guerre avant le début de la guerre en Ukraine. En 2016, vous avez écrit un livre avec Eric Aliez qui s'intitule Guerre au pluriel et Capital. Vous vous intéressez là à l'histoire du capital comme une histoire de la guerre. Donc Eric Aliez et vous dites qu'il faut réintégrer la guerre à la théorie du capital puisqu'il s'agit d'un élément constitutif du capitalisme. Vous dites également qu'au cours des 50 dernières années, la pensée politique a pacifié le capitalisme en se concentrant sur la question de la subjectivité, de la biopolitique, de la régulation du désir et des affects et la question de la gouvernementalité. Je pense qu'il s'agit là d'un point de vue extrêmement intéressant puisque Maurizio, comme vous le savez peut-être, est l'une de ces personnes qui travaille sur la question du capitalisme et de la subjectivité. Et il est un personnage clé du mouvement post-opéraïste, également un militant du mouvement post-opéraïste, mais également un théoricien du post-opéraïsme. Beaucoup de personnes ont dit qu'il est à l'origine du terme de travail immatériel, on pourra y revenir plus tard. Et donc je vais vous présenter Maurizio. Donc il a publié des ouvrages avec Antonio Negri, et qui a travaillé sur la question de la subjectivité. Donc, ses dernières publications, Science et machines, Capitalisme et la production de la subjectivité, ou la création de l'homme endetté en 2012 sur la question de la dette, la fabrique de l'homme endetté. Et en 2016, il a donc coécrit son premier livre sur la question de la guerre. Je pense qu'il s'agit là d'une position radicalisée ou plus radicale par rapport à vos écrits précédents. Et vous m'avez dit qu'il y a un autre livre qui est publié en 2021, Le capitalisme déteste tout le monde. Et il y a un petit livre qui va être publié bientôt. Il est déjà paru en italien. Il va bientôt être publié en espagnol, en portugais et en grec avec le titre Guerra o Revolución, porque la pace no es una alternativa. Donc, guerre ou révolution, pourquoi est-ce que la paix n'est pas une alternative? Il s'agit là bien évidemment d'un titre très provocateur. J'aimerais commencer par la question suivante. Donc, on souhaitait poser des questions immanentes par rapport à la conférence en ligne pour qu'ils puissent expliquer ces arguments principaux. Et l'un des principaux arguments, donc vous êtes extrêmement sévère par rapport à un grand nombre de vos collègues, mais aussi par rapport au travail de Lacan, Kossowski, Deleuze, Guattari et Foucault. Et vous dites, oui, ils ont oublié, ils ont externalisé la guerre, ils l'ont retirée de la théorie du capitalisme et ils ont oublié un argument classique qui dit que tout cycle de production capitaliste, tout cycle d'accumulation capitaliste commence par la guerre et se termine également par une guerre. Vous dites que ça commence par une guerre de conquête, conquête des corps, des terres et des ressources, afin de créer la condition nécessaire à l'expropriation pour mettre en œuvre l'accumulation primitive permanente. Et ce cycle se termine par la guerre. Et vous citez d'ailleurs Rosa Luxembourg, puisque le capital souhaite se mondialiser, mais il est limité au sein de l'État-nation. Ce qui rend cela impossible, qui rend la mondialisation impossible. C'est la raison pour laquelle les États-nations doivent partir en guerre. Vous parlez de l'impossibilité de réaliser la mondialisation du capitalisme qui entraîne l'inévitabilité de la guerre impériale. Vous citez également Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc pourriez-vous peut-être développer sur la relation que vous soulignez, donc la relation entre la production capitaliste et la guerre comme un moyen nécessaire de cette production capitaliste? Bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir invité. Donc, je vais essayer de
d'expliquer un peu ces rapports qui me vient de m'être demandé, entre guerre et capital. Donc moi j'étais convaincu, après la crise financière de 2008, que cette crise allait ouvrir une phase politique complètement différente de ce qu'on avait connu. C'est-à-dire une phase où la guerre était possible, ça c'était sûr, et peut-être était possible aussi des ruptures révolutionnaires. Alors tout le monde m'a pris un peu pour fou. Ils se sont moqués sur cette question de la guerre, sûrement, mais aussi de la révolution. Moi, je pense par contre que c'est vraiment des thématiques qu'il faut aborder. Alors, je vais essayer de remonter un peu loin pour voir le rapport entre guerre et révolution, qui sont les deux catégories qui ont été, c'était des tabous dans la pensée critique après 68, ont été des catégories refoulées, comme si la guerre était quelque chose qui concernait le XXe siècle, ce n'était pas quelque chose qui pouvait nous arriver. Et la révolution, pareil, on ne discutait plus ni de guerre ni de révolution. C'était très étonnant parce que, par contre, guerre et révolution étaient deux thématiques au centre du débat politique au début du XXe siècle. Donc, la première fois que s'est posée cette question des rapports très étroits entre guerre et révolution, c'était entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Ça, je vais rappeler très rapidement pourquoi c'était important. C'est important en ce moment parce que ce capitalisme qui correspond à l'époque de Lénine, Rosa Luxemburg, Hilferding, c'est la matrice du capitalisme contemporain. C'est-à-dire le capitalisme dans lequel on vit, il a ses traits fondamentaux sont celles de cette époque. Et je vais le résumer très rapidement. Tout de suite après la mort de Marx, il y a un changement radical du capitalisme où l'hégémonie du capital, elle n'est plus le capital industriel, mais le capital financier. Déjà à la fin du 19e. Ce qui signifie que la rente était très importante. Il y a on commence à avoir une distinction entre profit et rente. Et cette rente vient fondamentalement des colonies. Ça, c'est un point très important que Lénine et Rosa Luxemburg soulignent tout le temps. La colonisation, c'est un élément absolument fondamental de cette organisation du capitalisme de cette époque. Et d'ailleurs, on va l'appeler l'impérialisme. Donc, et là, il y a un rapport très étroit qui s'établit entre État et capital, parce qu'effectivement, le capital, pour se mondialiser à cette époque, il ne peut pas le faire tout seul. Il n'y a pas une puissance immanente du capitalisme qui puisse se développer. Il a besoin absolument de l'État. Et à ce moment, la guerre devient un élément structurel du capital. Je sais que chez Marx, ce n'est pas encore si clair. Marx, il envoyait ça à l'accumulation primitive. Mais ça devient un élément structurel du capital. La guerre devient un élément avec lequel, en réalité, les cycles économiques commencent. Les cycles économiques commencent avec la guerre et terminent avec la guerre. Ça, c'est un point très important que normalement les économistes ne soulignent pas, les marxistes non plus, et la théorie avec laquelle j'ai contribué aussi font semblant de ne pas voir. Alors, pourquoi ça commence avec la guerre? Parce que, pour une raison très simple, avant de produire des marchandises, avant de produire des biens de consommation, il faut produire les ouvriers, les femmes et les esclaves. Alors, les ouvriers, les femmes et les esclaves, on ne les trouve pas dans la nature comme ça. Ils ne sont pas déjà là. Il faut les produire. Et on les produit comment? On les produit à travers ce que même certains féministes, comme Federici ou même appellent une guerre d'appropriation. On va s'approprier. Historiquement, le capitalisme est né comme ça. Donc, on va exproprier les paysans en Europe. On va les mettre dehors des terres communales. On va prendre les moyens de production. Ils vont être jetés dans la rue. Ils deviennent des vagabonds. Ils sont mis dans les workhouses et vont travailler à une usine.
Ça, c'est un premier processus. Mais le deuxième processus, c'est toujours cette guerre d'appropriation concerne aussi les femmes. Hein. Federici, par exemple, souligne le fait que la chasse, la caccia alle streghe, la chasse aux sorcières, c'est un élément fondamental pour assujettir les femmes. Et après, effectivement, si on veut simplifier encore, il y a l'appropriation des Africains qui viennent transformer en esclaves. Hein. Ça, c'est les conditions pré-économiques. Hein. C'est des conditions pré-affectives. Hein. C'est une appropriation qui ne passe pas par l'économie, par la technique, par les affaires. Passe par la guerre d'appropriation. Hein. Seulement, à ce moment-là, peut démarrer la production. Donc, il y a un préalable à la production économique, un préalable à la production de marchandises, que c'est l'appropriation des producteurs, hein, en sachant que moi, j'insère dans les producteurs, pour les simplifier, les ouvriers, les femmes et les esclaves. Seulement après, vient un processus d'assujettissement. Sur ces subjectivités qui ont été vaincues, parce que les ouvriers ont été vaincus, les femmes ont été vaincues, les Africains qui sont transportés de l'autre côté sont des subjectivités vaincues. Sur ces subjectivités vaincues va agir la production de subjectivités. Je fais un exemple très simple, contemporain, qui a à voir avec notre histoire. Hein. La première grande laboratoire du néolibéralisme, c'est le Chili d'Allende. Hein. Alors, il y avait un processus révolutionnaire qui était en cours au Chili. Et qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que les catégories du néolibéralisme, entrepreneurs de soi, les crédits, au lieu de salaire, avoir des crédits, l'entrepreneur, tout ça, sont arrivés comme ça. Hein. D'abord, il y a eu les coups d'État organisés par les Américains et l'armée chilienne, qui ont mis en prison, qui ont tué des milliers de personnes, qui ont mis en prison, ils ont torturé, ils ont obligé à l'exil. Hein. Sur cette subjectivité, une fois que cette subjectivité a été défaite, hein, une fois que cette subjectivité a été vaincue, là arrivent les néolibéraux. Arrivent les néolibéraux, effectivement, ils imposent toute une série de choses, hein, qui sont les catégories néolibérales qu'on connaît. Hein, les marchés, la concurrence, l'économie de la dette, l'économie du crédit, entrepreneur de soi. Mais là, les gens sont obligés d'accepter cette logique. Hein? Ils s'adaptent à cette logique. Et donc, vous voyez, quand je dis que ça commence par la guerre, ça commence vraiment par la guerre. Hein? Bah, une chose qu'il faudrait que je fasse un pas en arrière, hein, une chose fondamentale à comprendre, c'est quand je dis qu'au 19e et 20e siècle, hein, il y a un changement qui ne concerne pas seulement le capitalisme, hein, ça concerne aussi la révolution. Ça, c'est très important. Marx pensait encore que la révolution aurait commencé en Europe et après, ça serait développé dans le reste du monde. Marx, dans une lettre à Engels, explique vraiment ça. Il dit la colonisation est terminée, il disait à son époque, hein, le monde est conquéré, mais la révolution va partir de l'Europe. Et il dit une chose, que la contre-révolution viendra des colonies. Et ce n'était pas erroné, parce qu'effectivement, la révolution de 1848 en France a été matée, a été battue par l'armée coloniale française qui était en Algérie. Ils ont amené l'armée coloniale à Paris et ils ont défait la révolution de 1948. Et cette tradition a continué jusqu'à la guerre civile espagnole. Hein. La guerre civile espagnole a été battue par une armée coloniale, Franco, qui était au Maroc, qui a traversé la Méditerranée et qui a... Donc Marx avait bien vu, mais
tout de suite après sa mort, il y a un changement radical de cette situation. La révolution va avoir lieu dans le sud. Ce sont les colonies qui sont les lieux de la révolution, plus l'Europe. Au contraire, la contre-révolution vient de l'Europe. Donc il y a un changement radical, que là aussi c'est une matrice de notre époque. Il n'y aura plus de révolution, je pense, dans le nord. Les révolutions viendront du sud, essentiellement, et ça c'est un processus que Lénine avait très bien vu. Lénine avait compris tout à fait ce qui est en train de se passer. En 1920, il avait convoqué une internationale communiste. Il avait vu qu'il n'y avait que des blancs. L'année d'après, il a fait une assemblée des peuples musulmans à Bakou, où il vu que, étant donné que la révolution elle n'arrivait pas à se répandre dans le nord, il a dit bon, ça va être avec les peuples opprimés. Et là, il a ouvert une voie aux guerres anticoloniales. Chine, Vietnam, Afrique, très important. Cette histoire, donc il y a eu une différenciation qui s'est produite depuis longtemps, mais qui à ce moment-là va se caractériser entre nord et sud. Les révolutions dans le sud, les vraies révolutions. Dans le nord, il y aura quelques révolutions comme celle spartakiste en Allemagne ou les 2 années rouges en Italie, qui vont durer 15 jours, un mois, pas plus. Les vrais processus révolutionnaires vont se dérouler dans le sud. Cet changement va marquer toute l'histoire de la Révolution. Donc il va y avoir effectivement, quand le néolibéralisme s'impose, parce que cette histoire de la guerre, que le cycle économique commence avec la guerre d'appropriation, avec la guerre d'assujettissement, elle va se reproduire à chaque phase du développement, d'une nouvelle accumulation du capital. Alors j'ai dit, effectivement, le Chili, c'est un exemple. Donc au Chili, parce qu'effectivement la révolution s'était ancrée en Amérique latine, mais en général dans le sud, il va y avoir une répression très violente. Au nord, ça se passe différemment, parce que dans le nord, l'intégration de la classe ouvrière et des révoltes était beaucoup plus avancée. Donc il va y avoir cette différenciation qu'on va trouver encore aujourd'hui, entre nord et sud. Et on va voir, la chose importante, c'est qu'il faut comprendre, un autre élément fondamental, c'est que ça commence avec la guerre d'appropriation. Une fois que la guerre d'appropriation s'est imposée et qui a, disons comme ça, gagné, d'une certaine façon, que les ouvriers ont été défaits, que la révolution chilienne a été défaite, des choses comme ça, on va mettre en place des dispositifs qui vont continuer la guerre, mais avec d'autres moyens. Là arrive le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est une façon de continuer la guerre avec d'autres moyens. Mais elle ne s'oppose pas. Il n'y a pas une opposition entre la guerre et les nouveaux dispositifs néolibéraux. Les deux choses vont coexister pendant longtemps. Seulement que cette guerre, elle va être souterraine, on ne la voit pas. Mais elle va réémerger. Il va y avoir une guerre civile qui est souterraine, qui est non déclarée, mais qui va continuer. Le Chili, je prends le Chili parce que c'est un exemple très symptomatique. Il y a eu, effectivement, 50 ans après, il y a eu une réémersion de cette guerre civile. Il y a 3 ans, cette guerre civile a réémergé. Il y a eu des affrontements, une véritable insurrection qui a détruit le centre de Santiago. Donc, le problème, c'est qu'à mon avis, c'est qu'effectivement, on a abandonné cette façon de lire les capitales. On a abandonné cette façon de lire le processus de capital et l'opposition au capital. Surtout, moi je suis responsable aussi parce que pendant longtemps, je ne me suis pas occupé de cette histoire-là. Ça veut dire que c'est dû aussi à mon histoire, ou l'histoire de ma génération italienne. C'est-à-dire que nous, on venait d'une défaite, d'une grande défaite politique. Dans les années 70, on avait essayé de changer de façon radicale les choses. On était défaits, on avait perdu. Donc, on est parti en exil à Paris.
on est parti. Ils nous ont poussés à l'exil à Paris. Et disons comme ça. Et là, on n'a pas eu la lucidité de réfléchir sur ce qui s'était passé. On a réparti à partir de la production, donc du travail matériel. La première chose que j'ai fait, c'est la théorie du travail matériel. Hein? Mais c'était après, moi j'ai abandonné très rapidement cette théorie parce que je pensais que c'était pas, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je n'avais pas encore compris pourquoi, donc après je n'ai pas suivi toute l'évolution, travail cognitif, tout ça. Je disais non, ça c'est pas bon. Hein? Mais je n'avais pas compris pourquoi encore. Ça m'a pris du temps. Hein? Ça m'a pris du temps, mais parce qu'effectivement, même le travail matériel présuppose cette guerre d'assujettissement. Donc voilà, la première chose, c'est effectivement de reconstruire, parce que le problème, c'est penser les rapports entre guerre et capital, penser le capitalisme comme un cycle économique qui commence avec la guerre, qui après instaure des dispositifs de production, de contrôle, welfare, nouvelles, tu peux mettre ce que tu veux, hein? Mais cette guerre va continuer. Et on le voit, il faut penser le capital comme un cycle qui a une phase ascendante, il arrive à un certain moment, crise comme celle de 2008, et après ça s'ouvre une phase de véritable guerre, ce qu'on est en train de vivre. Hein? Donc, il fallait analyser l'autre élément faible de nos théories, mais pas seulement, mais de tous les mouvements contemporains, c'est qu'ils utilisent, ils pensent le capitalisme comme quelque chose de statique. Hein? Il y a la domination, différents types de domination, la domination de l'homme sur la femme, la domination du blanc sur le noir, la domination écologique, la domination ouvrière. Hein? Mais ça, il faut la penser dynamiquement, pas de façon statique. Ça commence avec la guerre d'assujettissement. Il y a une phase où on a l'impression que le capital peut se développer sans contradiction, les années 80-90. Hein? Au début des années 2000, ça commence déjà à avoir des problèmes parce que les Américains commencent à faire la guerre en Irak. Hein? Et on va voir des difficultés économiques qui vont croissantes. Hein? Et la crise de 2008 montre d'une certaine façon ce qu'on aurait dû savoir depuis le début, que le capitalisme aboutit à cette situation. On ne peut pas dire quand et comment, mais c'est sûr que le capitalisme va aboutir à cette situation. Et ça, on n'a pas eu la lucidité de les comprendre, de les appréhender. Maintenant, on est dedans et continue à ne pas voir ce qui est en train de se passer. Est-ce que j'étais clair? Oui. Non, sinon je peux. Can I make you a question exactly about, eh bien, est-ce que je peux poser une question précisément sur ce que tu viens de dire? Donc, dans ta conférence, tu cites Margaret Thatcher, une citation dans laquelle elle dit que l'économie n'est qu'une méthode et que l'objectif, c'est bien de capter les esprits des individus. C'est là que Margaret Thatcher est l'un des vecteurs principaux de la politique néolibérale. Donc pourquoi est-ce que le problème, c'est le précédent, non seulement ou le prérequis pour le capitalisme, mais également pour une politique de la subjectivation? En fait, tu crée une distinction entre, d'une part, la proposition théorique de penser la guerre comme une préséance nécessaire au capitalisme et au processus de subjectivation, et deux théories, donc, entre ceci d'une part et d'autres, les théories qui ne tiennent pas compte de la nécessité de la violence de la guerre comme précédent au capitalisme. C'est une question peut-être provocante, mais que penses-tu des théories qui parlent de la politique de la subjectivation? Selon toi, ces théories, qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qui disparaît? Qu'est-ce qui leur échappe lorsqu'elles ne considèrent pas la guerre et la violence comme une préséance nécessaire à la subjectivation politique? Ce qu'on perd, si on n'introduit pas la guerre dans ce processus de subjectivation, la guerre d'assujettissement, d'appropriation, c'est qu'on perd la lutte des classes, on perd la lutte. Par exemple, si on prend cette phrase de Margaret Thatcher, Margaret Thatcher dit effectivement
l'économie, c'est les méthodes, le but, c'est l'âme de l'individu, la subjectivité. Mais là, il faut comprendre que cette phrase est possible seulement parce que, c'est-à-dire, la mise en pratique de cette slogan de Thatcher est possible seulement après que la Thatcher a défait les syndicats des mineurs. C'est-à-dire, elle ne pourrait pas la faire sans avoir battu le mouvement ouvrier anglais. C'est une autre façon de battre le mouvement ouvrier. Ce n'est pas comme en Chili, au Chili, où on va mettre en prison les gens, on va tuer, on va massacrer, on va torturer, on va exiler. Là, c'est une autre façon, parce qu'on est dans le nord, on n'est plus dans le sud. Il faut penser toujours cette différence nord-sud. Dans le nord, ça se passe différemment. Ça se passe que Margaret Thatcher, d'abord, elle fait une lutte très dure contre les syndicats des mineurs et d'autres syndicats anglais. Et seulement après, une fois cette subjectivité vaincue, on peut introduire ces nouveaux dispositifs qu'on appelle néolibéraux. Moi, je pense que la théorie... Là, il faudrait... Se m'excuser, j'ai fait un petit... La théorie, par exemple, si on prend la théorie Foucaultienne, ou Deleuze-Guattari, ou tous les gens qui ont pensé la production de subjectivité, ils le font sans cette préalable. Je pense que c'est une limite. C'est une grande limite, parce qu'une chose, c'est dire, voilà, la base sur laquelle on va construire de nouveaux dispositifs de pouvoir, c'est une subjectivité vaincue. Ça, c'est une chose. Dire par contre que ces dispositifs arrivent sur une subjectivité, on ne sait pas comment, c'est très ambigu. L'histoire du capitalisme, ce n'est pas ça. Ce qu'on a vu au Chili, ce qu'on a vu en Italie, ce qu'on a vu, les passages du Fordisme au néolibéralisme, ça s'est fait préalablement avec des défaites politiques qui ont eu des caractéristiques différentes. Seulement après, ça peut prendre la production de subjectivité. Mais si vous allez, même à ma génération, si vous allez, c'est des années 70, pendant qu'on était en train d'essayer de faire la révolution, vous venez me dire, bon, il faut que tu sois un capital humain. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu... Mais c'était incompréhensible. Une fois qu'on a été battu, que les gens étaient en prison, et en exil et tout ça, et la résistance était terminée, là, les gens ont été obligés d'assumer ces catégories. Ils ont été obligés de s'adapter. Ils pouvaient faire autrement parce qu'on avait été défaits. Cette histoire de la guerre, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Ça, il faut le mettre... ça, on a perdu cette réalité très banale mais très forte de la lutte politique. Ça se passe par ces situations. Par exemple, si vous prenez le discours de Foucault, qui a eu beaucoup de succès sur le néolibéralisme, la leçon qu'il a fait au Collège de France, qui s'appelle « Naissance de la biopolitique ». Donc, lui, il raconte ces nouveaux dispositifs néolibéraux qui sont mis en place. Donc, il raconte effectivement comment les politiques néolibérales et ordolibéraux fonctionnent. En réalité, moi, je suis convaincu que cette histoire de néolibéralisme, elle est très limitée, parce que le néolibéralisme dépend d'une structure de pouvoir supérieure que Foucault ne nomme jamais, que c'est l'impérialisme américain. Là, je ne peux pas développer complètement ce discours, les Américains ont imposé un impérialisme qu'on peut appeler l'impérialisme du dollar, que c'est différent de l'impérialisme dont parlait Lenin et Rox à Luxembourg, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, qui a permis effectivement une domination du monde à travers la Fed, la Federal Reserve, et à travers Wall Street, qui domine le monde et qui fonctionne selon des principes qui sont complètement différents de celui du néolibéralisme et donc de la production de la subjectivité néolibérale. Le néolibéralisme fonctionne à travers le marché, la concurrence, ces choses comme ça.
l'impérialisme du dollar fonctionne la lutte contre les monopoles. L'impérialisme du dollar fonctionne avec tout un autre dispositif, hein, un monopole absolu qui est celui de la monnaie, qui impose à tout le monde, comme maintenant, hein, quand la Fed monte les taux d'intérêt ou les baisse, hein, donc elle ouvre le cycle de production économique ou il le referme, hein, tout le monde fait la même chose. Donc il y a une espèce de monopole qui est imposé. Hein. Il n'y a pas de concurrence parce que personne ne peut être concurrent avec le système financier imposé des Américains. Donc moi je pense qu'il y a une hiérarchie de pouvoir et c'est ça le pouvoir fondamental. Hein. Ce n'est pas le néolibéralisme, c'est cet impérialisme du dollar, qui est un impérialisme qui va avec la guerre parce que pour imposer ces choses-là, ça ne passe pas seulement par des dispositifs économiques, mais également par des dispositifs militaires. 800 bases, plus de 800 bases américaines dans le monde. Hein. Donc, si on reste sur le discours qui fait Foucault, hein, sur le néolibéralisme et cette capacité de produire de la subjectivité, l'entrepreneur de soi, toutes ces choses-là que moi je trouve très... Elles sont tombées, hein, sans prendre en considération un pouvoir qui, par contre, c'est un pouvoir d'imposition. C'est un pouvoir qui maintenant a déchaîné la guerre, parce qu'effectivement, cet impérialisme du dollar, il est en crise. Les Américains, à travers ce dispositif, ils avaient un système de capturer la richesse du monde. Hein? À travers l'argent, ils capturaient. Par exemple, la première chose qui s'est fait, ça s'est fait en Amérique latine, toujours en Amérique latine. Hein? Tout de suite après la fin des dictatures. La Fed ouvre à travers un dispositif, qui est un dispositif du dollar, de comment le dollar fonctionne, ouvre une série d'investissements en Amérique latine. Donc elle va investir plein d'argent en Amérique latine. Il y a une période où la chose se développe de façon très forte. Tout d'un coup, la Fed monte à nouveau le taux d'intérêt. Les capitaux qui étaient en Amérique latine vont rentrer aux États-Unis, mais ils vont rentrer avec tout ce qui était produit en Amérique latine. Donc c'est une forme de capture de cette production qui est énorme, qui va rentrer aux États-Unis. Alors ça, les choses sur le néolibéralisme, chez Foucault, ce n'est pas écrit, mais c'est ça le vrai dispositif. La gouvernementalité, c'est la gouvernementalité des effets de cet impérialisme, de ce nouveau type d'impérialisme, hein, qui va créer des asymétries énormes, hein, à l'intérieur des États-Unis, entre Nord et Sud, il va créer d'énormes asymétries. Et la gouvernementalité, c'est la gouvernementalité de cette politique. Donc on va créer une production d'assujettissement qui est adaptée à cet impérialisme. Donc, je pense que si on fait l'économie de cette question de hiérarchie des formes de pouvoir, je pense que la hiérarchie fondamentale, c'est la hiérarchie du dollar, hein, l'impérialisme américain. Deuxièmement, il y a les politiques néolibérales. Mais le libéralisme, il a été utilisé à un certain moment, maintenant il va être abandonné. Le néolibéralisme, à ce moment-là, il a été transformé, les dernières 10 ans, c'est devenu un néolibéralisme autoritaire. Donc la production de subjectivité a changé. Et maintenant, il peut être abandonné. Comme ça a été abandonné le libéralisme classique au XIXe siècle, donc il y avait le libéralisme, etc., etc. À ce moment, quand arrive la guerre, on se débarrasse du libéralisme. Donc il faut faire une hiérarchie des pouvoirs. Hein? Le néolibéralisme a été utile pendant une époque parce qu'il a continué la guerre avec d'autres moyens. Il a permis effectivement à l'impérialisme du dollar de capturer et d'organiser des hiérarchies à niveau mondial. Au fur et à mesure que les crises sont avancées et qu'il y a eu une intensification de cette crise, hein, le néolibéralisme a changé. Hein. Maintenant, on a les fascistes en Italie. On a Bolsonaro au Brésil qui peut gagner encore. On a la guerre civile non déclarée aux États-Unis, mais qui est encore là. Hein. Mais on a d'autres choses aussi. On a des ruptures. Après, on peut parler de trucs révolutionnaires. Yes, donc, maybe. Il faut pas... Yeah. Non, dis-moi. Yeah, I also want to arrive to the revolution very soon. J'aimerais arriver rapidement aux révolutions. In general also.
de manière générale, aujourd'hui, mais de manière générale également. Et je pense que ce serait peut-être un autre point. Par rapport aux théories de la subjectivation et de la gouvernementalité, la question, bien évidemment, c'est également que les personnes essayent d'expliquer pourquoi est-ce que les personnes n'ont pas fait la révolution alors qu'elles ont tant perdu, alors que la gauche a proposé de résister. Mais elles ont été forcées, on peut parler de guerre ou on peut appeler ça également la gouvernementalité. Donc la question qui se pose véritablement, c'est pourquoi est-ce que les gens ne résistent pas et pourquoi est-ce qu'ils se soumettent volontairement à ce système? Et je pense que tu as raison, mais je pense que voilà, on n'a pas encore répondu à cette question. Et vu qu'on a déjà beaucoup parlé, j'aimerais proposer au public de participer également à la discussion et après on pourra peut-être revenir à la question de la révolution un peu plus tard. J'ai dit des choses sur les processus révolutionnaires qui sont en cours maintenant. Ou bien... Yeah. So yes, I would like the audience to, if you want, and we can go back and forth. Like it doesn't need to be a question. Donc on peut peut-être faire un échange avec le public. Je pense que ce que Maurizio nous dit est évident, donc je vous invite à échanger avec nous, à discuter avec nous. Yes. J'ai une question par rapport à la guerre de la Russie et l'Ukraine. Est-ce que c'est aussi, à votre opinion, est-ce que c'est aussi vrai que la guerre était là avant et après, c'était le capitalisme, ou comment est-ce que vous pensez de cette guerre qui se passe maintenant? La guerre maintenant? Oui, entre l'Ukraine et la Russie, par rapport à votre théorie. Ouais. La guerre qui est en cours maintenant, hein, c'est une guerre qui est due. C'est une guerre qui va poser la question de la réorganisation mondiale, de la division du pouvoir à niveau mondial. Là, pour le dire très rapidement, pendant 50 ans, la suprématie américaine, qui était fondée sur le dollar, avait réussi à s'imposer. Maintenant, il y a d'autres forces qui montent. Et là, il y a une chose qui vient de loin, vient des révolutions anticoloniales, où le Sud, pour la première fois dans l'histoire depuis 4 siècles, ne veut pas être soumis à n'importe quel impérialisme. C'est ça qui est en train de se produire. La Chine, l'Inde, une partie de la Russie aussi, le Pakistan, tous ces pays, le Sud en général, qui a été fondamental pour l'accumulation capitaliste. Il n'y a pas d'accumulation capitaliste sans exploitation du Sud, depuis 1492. Vous pouvez avoir toutes les innovations technologiques que vous voulez. Il vous faut absolument, pour que les taux de profit ne baissent pas, qu'il y ait une exploitation du travail gratuit, des travails non payés, des travails très mal payés, qui est ici celui des femmes dans le Nord, mais surtout celui des peuples entiers dans le Sud. Ça, pour la première fois, ça se produit que le Sud refuse, à niveau géopolitique, refuse d'intégrer ces systèmes. Ça va être un gros problème. Et je pense qu'effectivement, et surtout, ces partis du Sud voudraient sortir du système financier organisé autour du dollar. Ils ont essayé, ça va être très compliqué de sortir, mais c'est ce qu'ils ont essayé de faire depuis 4-5 ans, et là, de façon très claire, avec la réunion qu'ils ont fait tous ces pays du Sud à Samarcanda en septembre, ils essayent de penser à un autre système financier parce qu'ils se sont aperçus que la mondialisation, ils avaient profité un petit peu de la mondialisation, mais en réalité, ils étaient perdants. La mondialisation, c'est eux qui l'ont payé surtout. Et ça, c'est un refus très radical. Ce n'est pas que la Chine soit un pays socialiste et un pays capitaliste, mais donc la Russie aussi, différemment, mais c'est un pays capitaliste. Donc, ce n'est pas un problème de socialisme contre capitalisme. C'est que, exactement comme il y a un siècle, il y a une lutte entre capitalistes. Exactement comme
il y a un siècle, il y avait l'hégémonie de l'Angleterre et de la France, qui étaient des pays avec des empires coloniaux, et l'Allemagne qui voulait la part des gâteaux. Hein? Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la guerre. Et là, on est dans une situation pareille. Donc, ce n'est pas une question de l'Ukraine et de la Russie, hein, je pense, hein, fondamentalement. C'est une question de réorganisation du pouvoir mondial que les Américains veulent garder de façon unilatérale. Hein? Ils veulent garder ce pouvoir unilatéral. Et pour faire ça, ils nous ont mis dans cette situation. Hein? Donc voilà, je pense que fondamentalement, la guerre est due à cette question. Hein? Et pour la première, et là, ça va être c'est difficile de résoudre cette question parce que on ne va pas avoir un passage de pouvoir, comme on pense, des États-Unis à la Chine. Donc, les États-Unis, c'était un pivot mondial qui réorganisait l'ordre mondial. Ça ne va pas passer comme ça parce que la Chine, elle n'a pas les moyens technologiques, politiques, économiques pour faire la fonction qu'il y a les États-Unis maintenant. Donc, on ne va pas avoir ce qu'on appelle la piège des Thucydides. Hein? Donc, une substitution au niveau de la guide du capitalisme mondial, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, on va avoir une prolongation de ces tensions et une augmentation des tensions qu'on va connaître maintenant. Dans une situation en plus où, effectivement, tout ça est organisé sans prendre en compte le fait qu'on est dans une catastrophe écologique majeure. Hein? Donc, on va, à mon avis, l'avenir est plus sombre de ce qu'on voit maintenant. Hein? On ne va pas trouver, les Américains ne trouvent pas une façon de réorganiser le monde. D'abord, et fondamentalement, parce que le Sud se refuse à être pris dans ces systèmes d'exploitation. Il ne veut pas rentrer dedans. Hein? Il a compris que c'est une nouveauté absolument phénoménale. Je répète, depuis 4 siècles, ça ne s'est pas produit. Donc là, c'est une nouveauté radicale, même si pour l'instant, ils ne sont pas capables ils n'arrivent pas, eux, à réorganiser le monde, hein, mais on est en train d'assister à une démondialisation. Hein. Petit à petit, là, l'autre jour, il y a 2 ou 3 phénomènes qui sont très clairs. Hein, quand l'OPEC, donc l'organisation des producteurs de pétrole, a refusé la proposte de Biden, de sanctionner la Russie, et même cette organisation a accepté de vendre le pétrole et d'être payé en roubles. Il faut savoir que la domination des États-Unis était commencée à travers la crise de 1973, hein, où l'OPEC, donc cette organisation de producteurs de pétrole, avait accepté que le pétrole soit évalué, soit exprimé en dollars. Ça, c'était absolument fondamental. Hein? Là, il y a une rupture énorme qui s'est produite, et l'autre décision qu'a prise Biden le 7 octobre là, de ce mois-ci, hein, de refuser de bloquer tout échange technologique avec la Chine, ça veut dire qu'effectivement, on est entré dans un processus de démondialisation de plus en plus poussé, hein, dont l'effet des sabotages du Stream 2, c'est seulement, disons comme si, symbolique. Hein, mais on va vers cette rupture. Hein. Le problème, c'est que la différence fondamentale par rapport à il y a un siècle, parce que plus ou moins, avec beaucoup de différences, mais c'est produit les mêmes phénomènes, c'est qu'il y a un siècle, à travers une chose qui est arrivée de façon très miraculeuse, hein, la révolution communiste avait réussi à s'insérer dans cette guerre entre impérialisme et avait fait la révolution russe. Hein. C'était un truc énorme. Aujourd'hui, ils vont se partager le monde, s'ils arrivent à se partager, ce n'est pas évident, sans qu'on puisse intervenir de quelque façon que ce soit. Justement, à cause du fait que cette question de la guerre a été abandonnée comme débat, comme prise de position, aussi bien la question de la guerre et la révolution.
Et donc voilà, on se trouve dans une situation où on doit regarder du dehors la guerre qui se fait entre eux, sans la possibilité de s'insérer. Et donc là, on va y avoir une situation où la guerre va changer complètement le rapport de pouvoir entre les différentes forces politiques dans le monde, mais voilà, on l'a subi. Donc moi, je pense que c'est ça l'enjeu fondamental de cette guerre en Ukraine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Venez ici si vous voulez poser votre question. Juste très rapidement, mais quand tout à l'heure tu évoquais les processus révolutionnaires en cours, tu ne te référais pas à ça? Comment? Quand tu évoquais tout à l'heure les processus révolutionnaires en cours, oui. Hein, est-ce que c'est à ça que tu te référais? Non, non. Les processus révolutionnaires en cours, voilà, c'est différent. C'est là-dessus. Donc, moi, je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, à partir de 2008, moi, je dis peut-être va s'ouvrir un espace de rupture radicale. Non, c'est un rapport entre capitalisme, entre différents types de capitalisme. Hein. Tout le monde veut sa part. Non, le processus révolutionnaire, à mon avis, le plus important, c'est commencer avec ce qu'on appelle les printemps arabes. Hein. En Égypte, il y a eu une vraie rupture. Hein. En 2011, il y a eu vraiment une rupture très radicale qui s'est produite. L'effondrement d'un pouvoir qui c'est un pouvoir néocolonial, mais qui très, très rapidement s'est renversé. On n'a pas eu la capacité de l'amener au bout. Il y avait une pancarte pendant les manifs au Caire qui disait « Half revolution, no revolution ». Faire une moitié de révolution, c'est pas faire la révolution. Et effectivement, là, le renversement du pouvoir, ça s'est fait très rapidement. Hein. Il y a eu les élections où les islamistes sont allés au pouvoir, et après, les militaires ont repris le pouvoir. Donc là, c'est terminé. La même chose, une autre rupture s'est produite au Chili récemment. Mais là aussi, le problème s'est produit de la même façon. Il y a une vraie insurrection qui s'est produite, mais 3 ans après, la droite a déjà repris tout. Hein? Le référendum, comme il est terminé, c'est une défaite politique énorme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, je n'ai pas d'alternative, mais effectivement, il y a des processus, d'ailleurs, qui se déroulent tous au sud du monde, parce qu'ici, c'est compliqué. Et ce qui se passe maintenant en Iran, la même chose. Donc, mais ça risque de terminer de la même façon. Mais parce qu'on n'a pas une théorie, on n'a pas réfléchi suffisamment ni la question de la révolution, de la guerre. Mais il y a des choses qui se présentent. Donc, quand tu arrives à des moments de rupture radicale comme au Chili ou comme en Égypte, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Les mouvements qui sont très importants, qui se sont développés après les années 68, sont des mouvements qui sont très concentrés sur leur relation de pouvoir, sur une relation de pouvoir spécifique. On a difficulté à avoir un point de vue général. Mais quand arrive ce moment de rupture, il faudrait avoir un point de vue général sur la question. Alors, je répète, c'est ça que quand je parle de rupture révolutionnaire, je dis ça. Et se sont produites dans le monde, pas dans le nord, je répète, dans le sud, et se sont produites, mais on n'a pas... Et là aussi, parce qu'on a d'une certaine façon complètement abandonné la tradition révolutionnaire. Alors, ok, la révolution, comme tout le monde sait, se termine toujours mal. Ce n'est pas une nouveauté. Ça a commencé avec la Révolution française, et va pas s'arrêter avec la Révolution russe, avec la Révolution chinoise. Mais, ou le Vietnam, ou ce qui s'est passé en Afrique, etc., etc. Mais ces révolutions ont changé quand même les choses. Et il y a un savoir stratégique que ces révolutions avaient étalé à l'époque, la révolution russe, chinoise, vietnamienne, en Algérie, qu'on a complètement abandonné. C'est-à-dire nous, on a refoulé, on a
refouler cette tradition révolutionnaire comme si elle n'avait jamais existé. C'est vrai qu'elle a abouti à quelque chose d'absolument affreux, hein? Mais pas tout. Hein? Il y a des choses qu'il faudrait pouvoir récupérer. Par exemple, dans ces moments de grandes tensions où il y a des ruptures, hein, il y aurait des choses à apprendre de ce qu'ils ont fait à l'époque. Hein? Ce qu'ils ont fait en Russie, ce qu'ils ont fait en Chine et tout ça. À mon avis, il y a des choses. Hein? Pas ce qu'ils ont fait ensuite, mais jusqu'au moment où ils arrivent à la prise du pouvoir. Hein? Il y a des choses. Donc là, on est dans une situation où on a complètement abandonné cette tradition. Hein? On ne la reconnaît pas comme intéressante, alors que si on arrivait à cet refus du Sud, hein, même exprimé par des pays qui sont devenus, après la révolution socialiste, sont devenus capitalistes, si on est arrivé là, à ce blocage que le Sud refuse de se faire esclave du Nord, c'est grâce à ces révolutions du XXe siècle. Hein? Ce n'est pas rien. C'est des choses absolument fondamentales qui se sont produites à ce moment-là. Maintenant, elles sont effectivement... ce sont des formes différentes du capitalisme, mais il faudrait répartir de cette situation, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut récupérer. Mais là, on a l'impression que ce qui s'est passé au XXe siècle, donc c'est le siècle des révolutions. Il n'y a jamais eu autant de révolutions comme au XXe siècle, hein, dans l'histoire de l'humanité. Si vous commencez avec la révolution mexicaine et vous arrivez jusqu'à Khomeini, et après en Amérique centrale, il y a une suite de révolutions énormes. Hein. Qu'est-ce qui reste de cette histoire? Rien. C'est très étonnant quand même. Hein? Say something? Yes. Mauricio, I'm not sure if I understand correctly. I wanted to ask you, Mauricio, je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Revenons à ta conférence. Tu avances qu'il nous faut insister et nous rappeler, insister sur et nous rappeler l'importance de la guerre pour différents processus. Il nous faut rappeler l'importance de la guerre pour différents processus, le cycle du capital, le renouveau de la subjectivation politique, etc. Donc ça, c'est un argument théorique. Et tu mets en lumière la différence par rapport à d'autres théories de la subjectivation qui ne tiennent pas compte de la guerre. Ça, c'est une théorie. Donc, dans ton argument théorique, quelle serait, selon toi, donc ça, c'est l'argument théorique, mais quelle serait une conséquence pratique, concrète, du fait que l'on tienne compte de la guerre? Mais je peux le dire différemment. Hein. Il y a des conséquences énormes. Hein. C'est-à-dire, les théories des années 50, des derniers 50 ans, hein, qui viennent après le post-structuralisme, Deleuze, Foucault, Lacan, tout ce que tu veux, nous aussi, hein, elles ont pratiquement éliminé les négatifs. Hein. Elles ont tout positivé. Les négatifs n'existent plus. Il y a seulement productivité, créativité, il y a seulement ça. Hein. Mais non. Le négatif, il est toujours là. Il est là parce qu'il s'appelle la guerre. Hein. On a enlevé les négatifs des deux côtés de la relation de pouvoir. On l'a enlevé du côté du pouvoir, qui se manifeste à travers la guerre, et on l'a enlevé du côté des opprimés, qui se manifeste avec la rupture. Hein. Pensez, c'est-à-dire, c'est l'histoire que tout devient créatif, tout devient productif, tout devient pouvoir constituant. Hein. Sans une rupture, hein, c'est ce qu'on voit. Ça ne se manifeste pas comme ça. Hein? Au Chili, ils sont passés par la destruction du parti de Santiago. C'est-à-dire, il y a un moment de rupture. Hein? Il y a un moment de rupture. C'est vrai que les négatifs compris de façon dialectique étaient à critiquer. Absolument. Hein? C'est-à-dire, comme c'est automatiquement les négatifs produisés par lui-même les positifs. Ça, c'est sûr. Il faut le critiquer. Mais dans la guerre, il n'y a pas de dialectique. Hein? Il y a des oppositions, hein, qui ne deviennent pas dialectiques. Hein? Donc, à mon avis, il faudrait récupérer ce concept de négatif. Hein? Il ne faut pas l'abandonner. Non, parce qu'il s'exprime toujours avec une rupture. Hein? Le mouvement féministe s'exprime avec une rupture, avec ce qui les domine. Les esclaves, pareil. Hein? On ne peut pas se passer de ce moment de rupture. Hein? Il faut, au contraire, il faut les penser, hein, et après
dans cette rupture, il faudrait... La conséquence, c'est qu'à l'intérieur de ces ruptures, donc il n'y a pas immédiatement cette créativité qui se développe comme ça, hein, l'être qui continue à se développer. Là, il faut prendre la phrase, par exemple, de Deleuze et Guattari, les politiques précèdent l'être, donc les politiques précèdent l'ontologie. Donc, qu'est-ce qu'on met en place des politiques, hein? Moi, je vais mettre ce rapport de pouvoir, hein, asymétrique entre ceux qui oppriment et ceux qui sont opprimés. Ça vient avant l'être, avant l'ontologie. Donc, c'est important parce qu'on sait, si on part de ce point de vue que je viens d'exprimer, on sait que le capitalisme va dans cette direction. Hein? Si on enlève les côtés négatifs du capitalisme, le capitalisme devient, comme dans l'essence de la biopolitique, il devient néolibéralisme, production de l'entrepreneur de soi, hein, la capacité entrepreneuriale de l'individu, mais non. Hein, ce qui se produit, c'est exactement le contraire, c'est une précarité énorme qui s'est diffusée, un appauvrissement encore plus grand, hein, qui va amener les gens, pas vers devenir l'entrepreneur de soi, il va devenir fasciste. La subjectivité, c'est devenir fasciste plutôt, ce qu'on est en train de vivre. Hein. En Italie, les fascistes sont arrivés au pouvoir. En Amérique, aux États-Unis, c'est Trump. Hein. Donc, il faut prendre en considération ces côtés négatifs. On ne peut pas l'éliminer. Si on l'élimine, hein, on élimine la réalité qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de voir se développer sous nos yeux. Hein. C'est naïf, d'une certaine façon. Et on a vécu dans cette naïveté en pensant de pouvoir se passer de ces moments de rupture. Impossible. Je trouve. On this moment of rupture, okay. So d'accord, bien. Concernant ce moment de rupture, je pense que nous avons compris. Tu as dit, oui, la révolution, c'est une manière de mettre un terme à la guerre. Classique, par exemple, comme nous l'avons vu au cours du XXe siècle. Mais autre question, quel est le visage de cette révolution? Comment se produit-elle? Puisqu'une révolution, il faut la gagner. Donc la question, comment remporter cette rupture? Comment gagner dans cette rupture? Avons-nous besoin d'une guerre révolutionnaire, c'est-à-dire une opération militaire? Je me demande, dans les révolutions du XXe siècle, je ne pense pas qu'elles ont été remportées grâce à une force militaire particulière qu'elles aient eue à leur côté. Nous n'avons jamais eu d'armée, nous n'en aurons jamais une armée. Nous n'aurons jamais une armée à la mesure de celle de ce qu'on appelle l'ennemi, de ce qu'auront les ennemis. Donc, afin de remporter, de gagner, ce tournant, cette rupture, je pense que ce n'est pas une pensée militaire telle que armons-nous ou créons des bunkers. Bon, peut-être que c'est cela qu'il faut penser, mais je ne pense pas qu'on puisse remporter la révolution ainsi. Elles seront remportées grâce à un soutien populaire, grâce à une hégémonie qui serait véritablement le résultat d'un processus de subjectivation et grâce à un changement politique des rapports de pouvoir. Et je pense qu'à l'heure actuelle, nous avons perdu, au moment où il y avait un problème politique et où il n'y avait pas l'appui populaire, ce moment de terreur révolutionnaire que nous connaissons dans nos traductions, si on peut parler ainsi, ce ne sont pas des moments où nous devrions être fiers, ce sont toujours été des temps où l'on dit, c'est très classique, je pense, ce discours que nous tenons ici, de dire que la révolution dévore ses enfants. On parlait des féministes. Je me ferai un peu l'avocat du diable maintenant. L'avocate féministe du diable. La révolution féministe, si l'on peut l'appeler révolution, les féministes ne parlent pas seulement de la guerre, elles parlent également de la violence. Car pour une féministe, il y a toujours eu une guerre contre les femmes, qui a y compris existé avant le capitalisme. Il y a des formes précapitalistes de guerre, n'est-ce pas? Et donc la manière de gagner dans ces formes
Ce n'est pas nécessairement par la force. C'est parce que les femmes et les féministes savent que le moyen de la violence n'a jamais été leur médium. La violence, c'est le médium de la masculinité. C'est ainsi qu'est construite la masculinité. C'est ce qu'on appelle la masculinité du soldat, n'est-ce pas, en allemand avec ce risque de réintroduction. Donc, si on imagine cette violence révolutionnaire que l'on a pu voir au cours du XXe siècle, la question, c'est vraiment comment ces révolutions peuvent-elles gagner, puisque d'une part, l'armée, la puissance militaire ne permettrait pas de gagner compte tenu des rapports de pouvoir, et deuxièmement, je ne pense pas que la violence soit le médium en lequel nous devions placer notre confiance. Il faudrait l'aborder, il faudrait le discuter. La tradition révolutionnaire, jusqu'à maintenant, elle a gagné à travers l'armée, à travers une façon de penser, même de réinventer les rapports entre guerre et révolution. C'était une grande innovation qui a été faite au XXe siècle, donc la guerre des partisans et la guerre traditionnelle, comment ils ont complètement. Ça, c'est vrai. Donc maintenant, est-ce qu'on peut faire ça? Je ne sais pas, moi je ne pense pas qu'on puisse le faire comme ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé une alternative, c'est-à-dire depuis 50 ans, on continue pratiquement à perdre. Et là, on va continuer à perdre pendant longtemps, je pense. On n'a pas trouvé la façon de remplacer ces rapports entre la violence, l'armée et la révolution. Là, on est confronté maintenant de façon très dramatique au fait que ça ne dépend pas de nous que la guerre ait lieu ou pas. La guerre a lieu, elle va arriver, elle est là. Maintenant, les Américains ont imposé, parce que cette guerre, en réalité, qu'ils ont cherché de tous les moyens, en réalité, il y a beaucoup de guerres à l'intérieur de la guerre d'Ukraine. Et une des guerres, c'est contre l'Europe. L'Europe, elle est en train de se transformer dans une économie de guerre. Mais nous, pas les Américains. Donc, on se trouve dans une situation qui va devenir de plus en plus dramatique. Et on ne sait pas comment se rapporter à cette situation. Alors, si on va voir qu'est-ce qu'ils ont produit, les nouveaux mouvements, qui justement ont critiqué les révolutions anciennes. Parce que les révolutions anciennes étaient des révolutions totalisantes. La subjectivité était une subjectivité dominante. La subjectivité ouvrière devait être la subjectivité. Toutes les autres formes de subjectivité étaient marginalisées. Ok, on a fait une critique radicale de cette question, justement, dont nous, on a contribué aussi dans nos petits dans les années 70. Donc, on a détruit justement cette façon de penser la révolution, mais on n'a pas trouvé la façon de trouver d'autres moyens pour s'opposer à ce qui est en train de se produire. En sachant que le capital va produire la guerre, c'est ça qu'il faudrait intégrer d'abord. De toute façon, il va arriver à la guerre. Parce qu'effectivement, les cycles commencent avec la guerre, développement de production. On a l'impression que le capital peut se développer sans contradiction, etc., etc. Mais après, il va se confronter à des contradictions énormes que la seule façon qu'il a de les résoudre, c'est la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Je ne sais pas. Les mouvements ont développé de façon très spécifique leur rapport de domination. Ils ont travaillé, on a gagné en généralité, donc on a effectivement eu une autre map des formes de domination. Elle n'est pas seulement concentrée sur la relation capital-travail comme au XXe siècle. On a multiplié les formes de domination parce qu'on a fait ressortir la complexité des rapports de production capitaliste qui n'étaient pas réductibles à la relation capital-travail. Donc, la colonisation, la question de la domination de la femme et maintenant la question écologique. On a fait cette capacité, mais on a perdu en intensité cette généralisation. On a perdu en intensité, la capacité de trouver la façon de sortir de cette situation. On n'a pas, moi je ne dis pas, je ne sais pas comment faire. Évidemment, aujourd'hui c'est difficile
proposer, comme tu disais toi, une militarisation. Ça n'a pas de sens. Hein? Oui. I cannot fire a gun. It's really mais le problème, c'est que... Alors, je suis désolée, moi, je ne sais pas comment manipuler une arme, en fait, comment tirer sur la gâchette. Hein, je ne sais pas si on peut le faire maintenant. Le problème, c'est que, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé au Chili, pose des questions. Comment on va faire pour ne pas se faire avoir encore? Parce que ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé au Chili, et peut-être ce qui s'est passé en Iran, c'est que des situations de rupture radicale où l'effondrement du pouvoir est évident, et après, on arrive, les autres vont reprendre très rapidement les choses en main. Yeah. Comment faire? Yeah. Je ne sais pas. Yeah. But maybe that's not even, that's after maybe the revolution. Bon, alors ça, c'est peut-être après la Révolution. Katia? Eh bien, j'ai deux questions. Premièrement, pour revenir à la question qui a été posée auparavant, la singularité ou la spécificité de la situation entre la Russie et l'Ukraine, à l'heure actuelle, quelle est-elle? Puisque votre thèse initiale est de dire que tout type de transformation et de nouveau cycle du capitalisme s'accompagne d'une guerre. Mais si nous regardons, depuis quand pouvons-nous dire que la Russie est un pays au capitalisme d'État, un pays désormais qui connaît une vague néolibérale de choc très forte depuis 1998. Il semble, 89, pardon, il semble qu'en Russie, ce soit une politique capitaliste néo-autoritaire avec une articulation proto-fasciste de la politique très forte dans le pays. Donc ma question, puisque vous évitez sans cesse de prendre position ou de situer cette guerre et cette agression de la Russie contre l'Ukraine dans un scénario de guerre intracapitaliste ou de guerre de concurrence, pour ainsi dire. En fait, si nous parlons du rapport entre la révolution et la guerre, je pense que nous ne devons pas, au final, revenir à Lénine, Mao, Clausewitz, etc. Clausewitz, et dire que les guerres impérialistes se transforment en révolution et en guerre de classe, car nous savons que, historiquement, ceci n'a abouti qu'à d'immenses défaites du mouvement communiste international, notamment la manière dont la guerre a été menée en Russie, mais également le mouvement IPG en Syrie, les guérillas, les mouvements de guérilla. Nous avons une autre manière d'organiser la guérilla, avec l'YPG par exemple, ou les apatistes au Mexique. Nous voyons par exemple l'importance des femmes dans ces processus de guérilla. Pourriez-vous développer sur ce type de forme nouvelle qui permettent d'éviter un certain degré de militarisation de la politique? Il s'agit d'une guerre révolutionnaire qui étouffe son état politique jusqu'à le mener à l'effondrement au sein de la guérilla. Vous voyez bien où je veux en venir. Il y a un certain nombre d'expériences actuelles menées ces 25 dernières années. Et Éric et vous, quel est votre regard sur ces nouvelles évolutions? Oui, mais la guérilla était déjà fondamentale dans l'évolution classique. Hein. Mao disait que 9/10 de la guerre, c'est la guerre de guérilla. Il faut 1/10 que l'armée régulière mette fin à la guerre, mais la guerre était une guerre de guérilla. Hein. Au Vietnam, c'est une guerre de guérilla. En Algérie, c'est une guerre de guérilla. Hein. C'était une guérilla. Donc la chose fondamentale,
c'est que ces révolutions ont développé l'idée de la petite guerre de Clausewitz, hein? La petite guerre de Clausewitz, c'est la guerre de guérilla que les Espagnols avaient fait contre Napoléon, donc il avait parlé, et il a été complètement développé au début du XXe siècle. Hein? Et donc cette tradition, c'est une tradition, elle s'appelle guerre des partisans. Hein? Il faut, vous lisez les textes de Lénine et de Mao, ça s'appelle guerre des partisans. Hein? Ce n'est pas une guerre entre armées. Maintenant, il faudrait effectivement, ce qui s'est passé, c'est effectivement, maintenant, il y a des formes nouvelles de guerriers qui se sont développées. Hein? Mais il faudrait faire peut-être un rapport avec l'histoire ancienne des révolutions. Mais ce qui se passe en Kurdistan, c'est absolument fondamental. Hein. Même par rapport à ce qui se passe en Iran maintenant, on voit où il y a un mouvement révolutionnaire qui se développe, il y a des formes de lutte très importantes. Ce qui s'est développé en Iran par des formes de protestation qui viennent du Kurdistan iranien. Donc, effectivement, où il y a un processus révolutionnaire en cours, c'est important, il va avoir un poids déterminant dans la relation politique. Hein. Donc, il faudra repenser. Le problème, c'est qu'il faut toujours penser la différence entre nord et sud. Hein. Nous, ici, on ne peut pas avoir le type de processus qu'ils ont dans le sud. Hein. Mais ça, c'était une question très ancienne. Hein. C'était une question qui... Le capitalisme se porte derrière depuis sa fondation. Hein, et on n'a jamais arrivé à le résoudre. Hein. Parce que Marx, quand il passait la Révolution, pour Marx, la Révolution, c'était Angleterre, Allemagne, France, Italie, un peu Italie, c'était ça, c'était l'Europe. Hein. Et Lénine pensait déjà différemment, et Mao aussi, hein, mais là, ils se sont rapidement enfermés. Aujourd'hui, effectivement, il faudrait reprendre cette idée. La rupture n'est pas une rupture mondiale, comment elle va avoir lieu? Moi, j'ai aucune idée. C'est vrai que c'est très compliqué. Hein. Autrefois, c'était évident pour l'époque hein, qu'il fallait faire une armée. Aujourd'hui, ce n'est pas évident du tout, parce que l'armée présuppose effectivement une hiérarchisation et une totalisation que normalement on n'accepte pas. Mais on voit que les formes de résistance dont tu parles, par exemple au Kurdistan, ils sont quand même organisés d'une certaine façon. Hein, de façon démocratique, mais ils s'organisent d'une certaine façon. We have another position, yeah. Il y a une autre position, une autre question dans la salle? Okay, yes, I try to, because we will get out of time soon. Puisque nous allons arriver au bout du temps qui nous intéresse, ça ne marche pas? Si, ça marche. J'ai pas une question très très précise, mais je dirais, je suis pas sûre à propos de cette division entre Nord et Sud. Et justement, quand Lénine, à l'époque de Lénine, à l'époque où il y a eu des révolutions assez importantes, c'était un peu partout dans le monde. Et les forces révolutionnaires, même si elles n'ont pas réussi, mais elles étaient très présentes, fortement présentes ici en Europe aussi. Et je ne suis pas sûre à quel point les révolutions, malheureusement défaites un peu partout dans le monde, mais je parlerai surtout du monde arabe que je connais un peu mieux, malheureusement, ils ne sont pas assez révolutionnaires. À part quelques rares enclaves comme le Kurdistan, le nord de la Syrie, à Rojava par exemple, mais la majorité de ces révolutions veulent juste des petites réformes. Ils veulent se débarrasser de la corruption, ils veulent se débarrasser des dictateurs. Malheureusement, il n'y a pas eu de proposition, mais vraiment radicale, qui repense la structure politique, la société, l'économie. C'est juste, ils veulent être un peu plus comme l'Europe ou comme les États-Unis ou comme le Canada, malheureusement. Il y a toujours des courants plutôt radicaux, mais ils sont tellement minoritaires et donc je ne suis pas sûre à quel point, peut-être on devrait penser que, je ne suis pas sûre à propos que la révolution va venir du Sud pour le moment, et je ne sais pas à quel point si ça ne devrait pas être à nouveau trouver un moyen de trouver des formes d'internationales, de révolution. Bien sûr. Voilà.
Peut-être, je ne sais pas, peut-être au contraire, c'est l'Occident qui pourrait commencer une vraie révolution parce qu'ils n'ont plus rien à espérer. Ils savent ce que c'est que le capitalisme dans lequel on vit, alors que les autres espèrent encore. Je connais de ma propre société, ils espèrent encore qu'ils pourraient avoir un bon système national, capitaliste, démocratique, etc. Non, il y a un beau livre d'un chercheur iranien qui s'appelle « Révolution sans révolutionnaire ». C'est un peu ce qui s'est passé aussi, ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire qu'on a des ruptures révolutionnaires, mais on n'a pas des révolutionnaires qui veulent faire la révolution. Parce que c'est plus compliqué qu'ailleurs, qu'il y a longtemps. Donc ce livre, Revolution without Revolutionary, moi je trouve que c'est très parlant. C'est-à-dire on a la possibilité de pratiquer des ruptures, comme je répète, Égypte, Chili, ce qui vient de se passer en Iran. Mais pendant 50 ans, on n'a jamais discuté de la possibilité parce que les deux choses fondamentales dont j'ai parlé depuis le début, donc la guerre et la révolution, ont été refoulées. Il y a un texte de Lénine, il fait une conférence qui s'appelle « Guerre et révolution ». Il commence à dire « On a tellement parlé de cette histoire de la guerre et de la révolution que peut-être je vais vous ennuyer encore une fois ». Ça montre la différence énorme par rapport à notre situation où ces choses-là, on les a vraiment éjectées du débat. Donc, effectivement, dans ce livre, très bon livre donc, de ces chercheurs iraniens, il explique effectivement que pendant les mouvements se sont cantonnés dans des discours qui ne mettent pas en discussion l'ordre social. Donc on parle de révolution des ruptures sans penser et sans définir qu'est-ce que c'est véritablement une révolution. Donc un changement d'ordre social, d'ordre économique, ça s'approche beaucoup à ce que vous dites, c'est-à-dire petites réformes, introduction de plus de démocratie, introduction des droits de l'homme, des choses comme ça. Mais de fait, ce qui se produit, c'est qu'à un certain moment, en Égypte, il y a eu le pouvoir s'est effondré. Il y a eu un moment où qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, c'est ça. Donc, c'est l'histoire on est dans une situation où il y a des ruptures révolutionnaires sans révolutionnaires. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment, ça saisit bien la phase dans laquelle on est. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais... We're coming to the last 10 minutes. On arrive aux 10 dernières minutes de notre débat. Donc, saisissez votre chance de poser une question si vous le souhaitez. Donc, Katia vous a posé la question des guerres partisanes, des guerres des partisans, mais même dans une approche très classique. Donc, Marx pensait que la révolution viendrait de l'Allemagne, puisque c'était le pays disposant de la plus grande classe ouvrière. Bien évidemment, l'un des moyens de se saisir des moyens de production, ce n'est pas la lutte armée, mais c'est la guerre générale, la grève générale, pardon. À Berlin, par exemple, il y a un mouvement qui existe autour des loyers qui demande la renationalisation, la nationalisation des infrastructures publiques. Donc non seulement de faire en sorte que ces institutions deviennent la propriété de l'État, mais il s'agit également de démocratiser les moyens de production et de l'ensemble des institutions, qu'il s'agisse du système de santé, de la question des conditions de vie, les logements, les bâtiments, et bien évidemment la question des transports publics également. Donc, je pense que l'on peut faire cela de différentes manières, différentes approches existent. Mais je pense que la lutte armée, c'est vraiment le dernier moyen. Je pense que tout d'abord, il s'agit d'obtenir l'hégémonie
et une manière de réussir à s'emparer de ces infrastructures dont nous avons besoin au quotidien, dans la vie quotidienne, avant de s'emparer, de prendre les armes. C'est une privatisation, depuis 50 ans, on assiste à une privatisation des structures. On n'a pas une socialisation, on a une privatisation. Hein? Donc, de façon très accentuée dans les pays anglo-américains, on privatise tout. La santé, on privatise l'école, il faut s'endetter pour travailler. C'est le contraire qui se produit. Donc, moi, je veux bien resocialiser. Mais comment? Et on ne peut pas se resocialiser. Ça veut dire, effectivement, trouver la façon de s'opposer à ces systèmes qui est en train de tout privatiser, hein, d'une certaine façon. Hein. Et comment je vois que on n'arrive pas. Moi, je veux bien. C'est comme les gens qui disent le problème, c'est les communs, les biens communs. OK, les biens communs, mais comment? Le problème, c'est comment on impose ça. On n'arrive pas à l'imposer. C'est-à-dire qu'on a perdu, on a privatisé tout ce qui était socialisé. Il y a eu une forme de socialisation, même capitaliste, qui était liée effectivement au succès des révolutions du XXe siècle, hein, la socialisation. Les processus qu'on a enclenchés avec, à partir des années 70, dans laquelle la révolution mondiale a été défaite, d'une certaine façon, c'était une privatisation. On revient sur la socialisation. On revient. Hein? Et là, on est allé au bout, non seulement de la privatisation, mais on est arrivé à la guerre. Donc, on a des mouvements qui ont la difficulté à gagner, même sur le terrain des réformes. Hein. On est en train de perdre même les droits. On a perdu, grosso modo, 10% des salaires sont passés du revenu national, sont passés des salaires au profit. 10%, c'est des milliards de dollars, c'est pas rien. Hein? Donc, en plus de ça, on a cette privatisation, cette précarisation. Là. Donc, on n'arrive pas à trouver, on n'arrive même pas à se défendre d'une certaine façon. C'est ça que je vois. On n'arrive pas, on est toujours sur la défensive. Hein? On se défend, mais on se défend de moins en moins. Hein? Et quand arrive la guerre, on ne se défend pas du tout. Hein? Comme l'Europe ne s'est pas défendue parce qu'ils ont complètement cédé face aux Américains. On fait une guerre, on ne sait pas pourquoi. L'Europe est une guerre, mais les vraies conséquences de la guerre, c'est elle qui va les payer. C'est nous qu'on va les payer. Hein? Donc, on se trouve dans une situation qu'au contraire, moi, bien, pour resocialiser, il faut imposer un rapport de force. Il n'y a rien à faire. Moi, je ne sais pas comment le faire, mais ou bien il y a un rapport. Au début, si le vrai, c'est que Deleuze ou Guattari disait, les politiques précèdent l'ontologie, donc précèdent l'être, précèdent la socialisation, précèdent ça. Il faut repenser les politiques qui précèdent une nouvelle socialisation. Si on ne l'a pas pensé, on n'arrivera pas à l'imposer. On va vers au contraire. Non, mais j'avais oublié de répondre. Effectivement, la question du nouvel internationalisme, c'est absolument fondamental. Mais cette rupture entre Nord et Sud, c'est un des moments de force du capitalisme, c'est cette rupture entre Nord et Sud, parce que dans le Nord, nous, on participe, hein, qu'on le veuille ou non, hein, de la rente coloniale, d'une certaine façon. Hein, ce que disait déjà Engels à l'époque, hein, les ouvriers anglais participent de la rente coloniale, même si c'est une petite fraction. Cette rupture, elle est absolument considérable. Donc, il faudrait repenser, effectivement, une nouvelle forme d'internationalisme. Ça, c'est absolument fondamental. Okay, so we have a last question and then we wrap it up. Bien, nous avons une dernière question avant de conclure ici. Yeah, thank you so much. I think I have a question Merci. about the opposition between North and South. Une question quant à cette opposition entre le Nord et le Sud qui a déjà été soulevée plus tôt. Je pensais à ce schisme dont vous parlez, Marx, la révolution qui partira d'Europe et les contre-révolutions partiront des périphéries coloniales. Par exemple, en Haïti, la révolution, donc c'est une révolution qui s'est déroulée d'abord dans les périphéries coloniales.
en réaction, pour ainsi dire, au mouvement révolutionnaire qui ne se passe pas en Europe, alimentant les mouvements révolutionnaires en Europe. Donc, je me demandais, pourquoi est-ce que les révolutions doivent-elles venir des pays du Sud? Est-ce que c'est parce que le capitalisme y est organisé différemment, configuré différemment? Pouvez-vous préciser dans ce cas? Est-ce que c'est parce que c'est le Sud qui est le lieu où le type de violence se déploie plus ouvertement? Le spectacle d'une violence que nous ne vivons plus ici? Une violence qui a cessé dans le Nord, ou plus aussi visible en tout cas. Pourriez-vous apporter vos éclaircissements? Non, en fait, la division entre Nord et Sud commence avec l'histoire du capitalisme. Hein. C'est pas, commence avec la conquête des Amériques. À ce moment-là, on fait effectivement déjà au 15e, 16e siècle, l'Europe s'organise de façon à avoir un rapport entre les États européens qui fondamentalement font une guerre régulée entre eux, hein, et après le Sud, où par contre c'est une terre de conquête, où la guerre est une guerre sauvage. Ah, donc c'est une question très ancienne qui se reproduit. Donc le capitalisme depuis le début, c'est le capitalisme du marché mondial. La première forme par contre d'internationalisation des luttes, ça s'est fait avec la première internationale, 1864. Donc c'est trois siècles après. Le capital a toujours eu cette façon internationale de se penser, d'une certaine façon. Hein. Les mouvements d'opposition, il a pensé très tard. Hein. Et là, on est dans des difficultés énormes qui se sont produites après, surtout avec la Première Guerre mondiale, quand il y a l'éclosion de la Première Guerre mondiale, quand la plupart des partis socialistes ont voté les crédits de guerre. Donc, ils ont rompu la solidarité internationale. Et là, il y a eu un gros problème. Hein. Donc, cette histoire est très ancienne. Alors, pourquoi? Pour aller très rapidement. Donc, à partir de Marx, on pensait que la révolution aurait lieu dans les pays où le développement capitaliste était le plus développé. Donc, l'Angleterre, d'abord, l'Allemagne, après. Ce qui s'est produit, c'est que les révolutions n'ont pas eu lieu là, ont eu lieu dans le Sud. Là, vous disiez tout à l'heure, les révolutions ont eu lieu aussi ici, mais ça a duré 2 semaines, un mois. Hein? En Italie, pareil. Dans le Sud, elles ont duré des décennies. Hein? La révolution chinoise, et la révolution vietnamienne, elles ont duré des décennies. Un processus révolutionnaire énorme. Dans une situation où les forces productives n'étaient pas développées. Mais ce qui était développé était des processus de subjectivation très importants. Hein? C'est-à-dire que le processus d'intégration qui a eu lieu dans le Nord, qui a commencé à la fin du 19e et qui allait de façon progressive en montant, hein, avec au milieu des répressions, genre le nazisme qui a détruit le mouvement ouvrier allemand, le fascisme en Italie et le fascisme dans le monde. Hein, mais le Nord s'est trouvé dans une situation, d'une certaine façon, d'intégration dans le développement du capitalisme. Le Sud, pas du tout. Hein, mais pas seulement parce qu'il n'y avait pas de développement des forces productives, mais parce qu'il y avait une subjectivité, peut-être, rapport entre la tradition. La révolution chinoise est faite par des paysans, pas par des ouvriers. Et au Vietnam aussi, ce sont les paysans qui ont fait la révolution, pas les ouvriers. Donc il faudrait se poser la question de savoir pourquoi ça s'est produit là, avec ces forces subjectives, hein, et pourquoi il y a eu ce type de succès énorme. Parce qu'ils ont effectivement des niveaux d'organisation, une autonomie qui se sont créés immédiatement, une force d'organisation énorme au niveau même militaire. Pourquoi ça s'est produit là? Il faudrait se poser la question. Hein, en sachant que les problèmes depuis la première internationale, c'est de créer un pont entre ces situations. Il faut absolument trouver... La révolution ne peut pas gagner
ni au nord seulement, ni au sud seulement, ne va pas être gagnée seulement par le féminisme, seulement par le décolonial, seulement par le mouvement écologiste. Il faut repenser ensemble cette question. Yes, nice. I think this is what this evening is about. Oui, effectivement, et je pense que c'est l'enjeu de cette soirée, de penser ces questions. Car je pense qu'il est très important que nous considérions la guerre comme un produit du capitalisme et que nous la théorisions. Nous voyons qu'à l'heure actuelle, nous n'en avons pas les moyens. Et comment incorporons-nous ces questions intégrons-nous ces questions à nos théories? C'était une bonne question. Comment internationaliser les luttes, la lutte et les luttes? Et c'est tout à fait vivifiant pour moi d'entendre que l'enjeu, c'est l'offensive. Il ne s'agit pas uniquement de se défendre. Non, comment organiser la stratégie de manière offensive et pas de manière simplement défensive? Puisque nous ne sommes pas une organisation révolutionnaire qui apportera les réponses à cela, nous pouvons peut-être avec vous poser de nouvelles questions. Donc merci beaucoup d'avoir tenu ces 90 minutes de discussion sur la guerre révolutionnaire à nos côtés. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés et merci à Max également.